Il y a différentes manières de lutter contre Donald Trump et il y a différentes manières de lutter contre ICE et de lutter pour la démocratie et de lutter pour la vérité. Il y a ces vaguelettes de manifestants qui n'hésitent pas à braver non seulement le froid, mais à risquer leur vie. On vous l'a dit, je vous rappelle cet article de The Atlantic, de se souvenir qu'à chaque fois que ces gens qui vont documenter ces excès risquent désormais leur vie, c'est une réalité. René Good, Alex Pretty. Il y a la résistance politique, on vous a parlé de Jackie Rosen à l'instant, mais aussi de Lisa Murkowski, mais aussi du gouverneur du Vermont. du Vermont, où j'aurais pu vous montrer la vidéo du gouverneur de l'Oklahoma ce matin sur CNN. Oklahoma, qui disait que le problème de Donald Trump, c'est jamais de sa faute, bien évidemment, c'est qu'il était très, très, très mal entouré, qu'il devrait écouter les conseils d'autres personnes, ce qui était une manière aussi de critiquer Donald Trump de manière protégée lorsqu'on est un républicain. Donc, c'était quand même assez intéressant. Et puis, il y a tout ce qui est procédure judiciaire. Une partie de ce combat contre Donald Trump va se gagner dans les tribunaux, va se jouer dans les tribunaux. On vous a montré comment les tribunaux ont déterminé, une fois qu'on met ces personnes sous serment, que l'on récupère des preuves, d'un coup, ils sont obligés de reconnaître qu'ils mentent, que leurs interventions publiques sont des mensonges. D'où ce qu'on a vu sur Bovino. La nuit dernière, il y a eu une procédure d'urgence lancée par différentes associations sur le terrain au niveau de Minneapolis pour empêcher, c'est fou ce que je vais vous dire, Thomas, ça doit être dans l'autre dossier, empêcher cette décision de ce juge Trump, du juge, tu vas nous donner le nom dans l'autre dossier, excuse-moi, voilà, exactement, du juge Tostrud, le juge Tostrud. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est un juge qui a été nommé par Donald Trump. C'est un juge fédéral. Et donc, il y a eu une démarche d'urgence en disant il faut contraindre, interdire à l'administration Trump de détruire les preuves. La preuve la plus importante, parce qu'on parle beaucoup d'images, mais il y a une série d'images que nous n'avons pas encore vues, c'est qu'au moment où Alex Pretty est assassiné, il est en train de filmer tout ça. Et donc, ça permet d'éclairer sur les minutes qui ont précédé son assassinat. Et la crainte aujourd'hui d'avocats, d'élus et d'associations, c'est que l'administration Trump, qui dispose du téléphone d'Alex Pretty, vienne détruire toutes ces preuves, y compris aussi les premiers rapports, les communications avec ICE. Vous allez voir, une fois qu'ils se sont rendus compte que Alex Pretty n'avait plus d'armes sur lui, quelle a été la priorité des agents d'ICE. Oui, il y en a eu un qui a applaudi, mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? On va y revenir. Et donc, ce magistrat magistrat fédéral nommé pourtant par Donald Trump, vient de ordonner l'interdiction de la destruction de tout ce qui est preuve. Donc voilà, donc ça, c'est un aspect. Ce document, peut-être s'il a eu autant d'impact vers ce juge, peut-être s'il a réussi à convaincre le juge, c'est qu'il est accompagné de 2 témoignages. Encore une fois, témoignages sous serment. On n'est pas dans une interview dans la presse, des 2 témoins clés de la mort d'Alex Pretty. Le premier, c'est une première, c'est cette femme, on l'a vu, qui est à quelques mètres de Pretty au moment où il se fait assassiner, et c'est elle qui filme ces images. On l'a vu, elle a un manteau rose avec elle, c'est elle qui est en train de filmer tout ça. Et donc, elle a raconté, dans un document qui est public, où seul son nom, et vous allez vite comprendre pourquoi, a été caché, mais c'est un document de justice que je suis allé récupérer pour vous. Si vous découvrez notre chaîne, c'est aussi quelque chose que l'on fait systématiquement, c'est de vous
donner accès aux documents. On vous raconte des choses, mais tout ce qu'on raconte est documenté. Et donc, vous avez ce document qui a été versé devant le juge du district de Minneapolis sous serment, dans une procédure qui est contre, vous le voyez encore une fois, Kristi Noem, et tout ce qui est officiel de ICE, donc la différente hiérarchie de ICE. Et donc, on va avancer. D'abord, la première chose, on vous parle souvent c'est le terme en tout cas qu'utilise l'administration Trump, de domestique, de terroristes domestiques, de dangereux gauchistes, de manifestants payés par le Mexique pour aller dans les rues de Minneapolis. Donc la première chose que fait cette témoin, dont on n'a pas le nom, est d'expliquer c'est quoi son métier. Vous allez voir, son métier, c'est quelqu'un qui fait des spectacles pour enfants. Et sa spécialité, c'est le face painting. C'est-à-dire que son boulot, et elle a fait son devoir de vaguelette, c'est les spectacles pour enfants et de dessiner, sur les visages d'enfants. Peindre, Je voulais vous montrer ça parce que c'est un petit détail, mais il est tellement important. Il est tellement important parce qu'il il montre le personnage, parce qu'ensuite on va essayer de décrire ces personnes-là comme des fous, comme des personnes dangereuses. Exactement. Encore une fois, il est en opposition complète avec ce qu'on essaye de vous faire vendre, de vous dire, voilà, ces gens, ce sont des gens fous, des lunatiques, c'est le mot qui est utilisé. Ils sont extrêmement dangereux. Non, c'est quelqu'un qui fait des spectacles pour enfants, qui fait des goûters d'anniversaire, et qui a décidé d'utiliser son temps libre pour aller documenter ce que est en train de faire ICE à Minneapolis. Qui s'est retrouvé à côté d'un infirmier qui faisait la même chose. Quand on vous dit que ces gens-là, non seulement ils font preuve d'un courage extraordinaire, mais ce sont les véritables gardiens de la démocratie aux États-Unis. Voilà, des animateurs, des infirmiers, des poète. Vas-y, on continue dans son document, dans sa déclaration. Donc, regardez, justement, elle explique qu'à 8h50, elle avait décidé d'utiliser... elle était en train de se préparer à partir lorsqu'elle a entendu les sifflets. Elle sait que les sifflets veulent dire que les agents de ICE sont dans la zone où elle était. Et donc, elle a décidé d'aller voir ce qui se passait avec l'intention de documenter tout ça. Elle explique qu'elle a commencé à s'impliquer dans ces mouvements pour observer ce que faisait ICE parce qu'elle trouve que c'est important de documenter ce que fait ICE à mes voisins. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et elle insiste en expliquant combien c'est important de se connecter avec sa communauté locale et d'être ancré dans sa réalité. Et donc là, elle raconte qu'elle va sur les lieux où il y a cet incident. Elle arrive, elle voit que au bout de la rue, sur Nicollet Avenue, elle voit que donc il y a une opération d'agents de ICE et qu'il y a une quinzaine d'observateurs qui sont en train d'enregistrer ce qu'ils font à ICE, qui est en train de casser des fenêtres de voitures. Ça, on n'en avait jamais entendu parler. ICE est en train de casser des fenêtres de plusieurs voitures dans cette rue, dans ce quartier où résident de nombreux immigrants. Et là, elle précise qu'elle voyait qu'ils étaient en train d'arrêter des véhicules sur cette route. Donc, elle s'éloignait parce qu'elle ne pensait pas que c'était prudent de continuer. Elle avait peur de continuer à conduire dans cette direction-là. Évidemment, avec en tête les images de René Good. Vas-y, on continue. Donc, et là, elle dit qu'elle est en train de voir, d'avancer lorsque
justement, elle a vu cet homme qui aidait au trafic. Et elle dit d'ailleurs, c'est lui qui m'a aidé à trouver une place pour stationner. Elle parle évidemment de Alex Pretty. On l'a vu dans certaines images où il fait signe aux voitures d'avancer pour pas que cela crée un ralentissement majeur dans cette rue-là. Donc D'accord. elle est sortie après avoir été stationnée avec l'aide de Pretty, avec son appareil, sa caméra, son téléphone qu'elle a utilisé à filmer les vidéos qu'on a vues et son sifflet, et a dit à Pretty, je vais filmer et siffler la présence d'Ice. Donc, elle explique que tout ça se passe un petit peu plus loin et qu'elle voit qu'un agent de ICE jette quelqu'un au sol, pousse quelqu'un au sol. Donc ça, c'est à ce moment-là où il y a cette autre voiture qui arrive et qui va commencer à filmer. Parce qu'on voyait qu'il y avait un mouvement de quelqu'un qui était déséquilibré. Et c'est cette personne qui se retrouve au sol qui va inciter une première fois Alex Pretty à se rapprocher des véhicules d'ICE pour venir aider ces deux observatrices, ces deux vaguelettes qui sont en train d'être bousculées par ICE. Encore une fois, ce sont des femmes qui sont visées par ICE. C'est fait exprès. C'est une instruction qui vient de la Maison-Blanche. Vas-y, Thomas. Donc là, elle explique ce qu'elle commence à faire. Donc, elle commence à tout enregistrer. Vas-y. Donc, elle dit elle, avec l'homme ici, évidemment, on ne le connaît pas, c'est Alex Pretty. Nous étions en train d'observer et d'aider le trafic. Donc, on est en train d'aider à la circulation pendant qu'il y a tout ça. Et elle dit qu'il y avait un téléphone dans la main de cet homme qu'elle a enregistré. Donc, Alex Pretty, une fois, elle dit voilà. Il y a eu un agent qui a approché et nous a demandé de reculer. Et donc là, elle dit j'ai commencé à reculer lentement. L'homme, lui, est resté dans la rue, a filmé ce qui arrivait aux autres observateurs. Ce qu'elle a filmé, ce qu'on a vu à travers sa vidéo aussi. Oui. À ce moment-là, il y a l'agent de ICE qui avait cette pas un pistolet, mais cette bombe à la gaz lacrymogène à la main, qui s'approche des manifestants. Je crois que c'était les deux femmes à ce moment-là. Oui. Et qu'à ce moment-là, l'homme, donc Alex Pretty, avec juste sa caméra, était allé aider les femmes lorsque l'homme de ICE était en train de les menacer. Et qu'elle précise que je ne l'ai pas vu sortir ou faire un geste pour une arme. Exactement. Donc c'est extrêmement important. C'est un témoignage fait sous serment. C'est un document de justice ce que vous êtes en train de voir. Et donc elle dit qu'ensuite l'agent de ICE a poussé une des femmes qui est en train de filmer tout ça sur le sol et ensuite a commencé à les asperger de gaz poivre directement sur le visage et puis sur le reste de leurs vêtements. Les trois en même temps. Donc, c'est les deux femmes plus Pretty. Exactement. L'homme, en ce moment, celui qui a le téléphone, a mis ses mains au-dessus de sa tête et l'agent l'a encore une fois lui a encore une fois balancé du poivre sur le visage et l'a poussé. Tout ça, c'est des choses que l'on a vues. Et donc là, elle dit ensuite, l'homme, Alex Pretty, a essayé d'aider la femme que l'agent de ICE avait poussé au sol. Et pendant tout ce temps-là, les agents de ICE n'ont jamais arrêté d'arroser son visage avec du gaz poivre. Et il y a eu plusieurs agents qui sont arrivés, qui ont commencé à l'attraper, alors que lui essayait d'aider la femme à se lever. Et donc en décisant elle précise qu'il y avait énormément de gaz lacrymogène dans l'air à ce moment-là, et qu'elle-même avait des difficultés
En tout cas, elle avait les yeux Elle-même, qui elle avait brûlaient dans les yeux, ouais. à cause de tout ça. Donc on continue. Vraiment un document historique. Ouais. Qu'à ce moment-là, donc, Donc à ce moment-là, les agents ont tiré et l'ont mis au sol. Hein, donc c'est eux qui l'ont mis au sol. Je n'ai pas vu, donc c'est son témoignage, je n'ai pas vu Alex Pretty faire un geste contre eux ou essayer de les toucher. Donc il n'y a pas cette excuse de dire voilà, on était en mode d'autodéfense, il a essayé de nous frapper. qu'il avait son dos envers les agents à ce moment-là. Il n'avait pas l'air de résister, il essayait simplement d'aider cette femme à se lever. Je ne l'ai jamais vu avec une arme, ils l'ont balancé au sol. 4 ou 5 agents l'ont maintenu au sol et ont commencé à tirer sur lui. Ils ont tiré sur lui plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi ils lui ont tiré dessus. Il était simplement en train d'aider. Et j'étais à 2 mètres de lui au moment où ils l'ont tué. Et là, importance de la vidéo. La vidéo que j'ai enregistrée vous démontre tout cela. Et cette vidéo est attachée dans ce document-là comme étant la preuve numéro 1. Donc, la vidéo de cette témoin est devenue une pièce de justice et donc va servir à un futur procès parce qu'il y aura des procès. Que ce soit en civil ou en criminel, il y aura des procès. Mais le témoignage, je vous avais dit que c'est un témoignage fort. Après, on va voir le témoignage du médecin qui était là aussi parce que ça s'est passé sous sa fenêtre. Ce témoignage-là ne termine pas là. Elle va aller encore plus loin. Elle dit que, regardez, j'ai lu la déclaration officielle, celle que Kristi Noem, celle que Greg Bovino ont citée, celle qui a été partagée sur les réseaux sociaux, et ce que cette déclaration officielle du Department of Homeland Security raconte est fausse. L'homme n'a jamais approché les agents avec une arme. Il les a approchés avec une caméra. Il essayait simplement d'aider cette femme à se lever et c'est eux qui l'ont balancée sur le sol. On continue. Et donc, elle dit qu'une fois que ça s'est passé, elle était extrêmement effrayée, que ça fait quelques heures que tout ça s'est passé, ça fait quelques heures qu'elle a vu cet homme se faire abattre devant elle et qu'elle ne veut pas rentrer chez elle. Elle dit qu'elle a entendu elle a entendu que les agents étaient en train de la rechercher. Je ne sais pas ce que les agents de ICE feront de moi s'ils me trouvent. C'est vraiment fou. C'est une citoyenne américaine de ce qu'on sait. C'est pas quelqu'un qui était recherché par ICE et qui maintenant se sent menacé parce qu'elle a filmé un meurtre commis par ICE. Ouais. On ne devrait pas être là à dire j'ai peur des autorités parce que j'ai des preuves contre un crime. Ouais, donc, elle a peur, mais malgré cette peur, elle a quand même décidé de témoigner. Il faut savoir quelque chose, c'est que si nous ne voyons pas le nom de cette personne, s'il a été dissimulé, le département of Homeland Security, qui est partie civile, Kristi Noem, on l'a vu, ils sont cités dans ce dossier-là, eux ont accès au dossier sans censure. Elle sait que lorsqu'elle témoigne, elle met en avant son identité. ICE aura son identité. ICE aura son identité. Et on va continuer dans la dernière page de cette déposition en disant qu'elle est à la fois dégoûtée et détruite par ce qui s'est passé, par ce qui est en train de se faire au niveau de ses voisins, que c'est là, je pense peut-être à l'extra avant ou ici, je ne m'en rappelle plus, je le fais de mémoire, où elle précise que elle hésite, elle passe des 2 phases, entre pleurer, entre avoir peur et être plus que jamais déterminée. Plus que jamais déterminée, voilà, elle le dit là. C'est important de se souvenir de la valeur de documenter l'injustice. De documenter l'injustice. C'est une lutte pour protéger notre
liberté et notre démocratie. Ce sont ces choses qui aujourd'hui sont en jeu et Alex Préti a perdu sa vie pour défendre ses valeurs. Et donc, c'est le moteur désormais qui, alors qu'elle craint pour sa vie, c'est son moteur qui l'a fait venir témoigner aujourd'hui contre les agents de ICE. C'est fou, hein? Très fort. Très fort. Le courage que ça prend, encore une fois, c'est vraiment aussi ce concept de vaguelette. Ce n'est pas quelqu'un qui s'attendait à être dans ce genre de position où elle a devoir prendre le choix, décider. Elle partait travailler, elle partait animer une matinée pour et là, des elle a dû enfants. choisir, est-ce que je risque de me faire découvrir? Est-ce que je raconte la vérité? Est-ce que ce sont des gens comme vous et moi, vraiment, qui sont projetés dans une bataille folle? Et vraiment, j'applaudis son courage. Ils se battent contre le gouvernement des Exactement. États-Unis, le gouvernement fédéral. Et le courage que ça a dû prendre d'aller raconter tout ça, de publier la vidéo en sachant que sa vie ne sera jamais pareille et que ces prochains jours, semaines, mois vont être très difficiles pour elle et qu'elle sera une cible pas que de ICE, mais de certaines personnes sur l'Internet, certains gens qui vont essayer de l'identifier, la trouver, etc. Ça prend vraiment beaucoup de courage. Parce qu'elle sera doxée à un moment, c'est certain. C'est certain. Et on l'a vu aussi dans le cadre de René Good, c'est qu'au bout d'un moment, l'administration Trump, qui est en opération de vendetta complète, a décidé de se retourner contre la veuve de René Good. C'est-à-dire que pour détruire le témoignage de ces personnes, on kill the messenger. On s'attaque au porteur de ce message-là. Donc elle sait que tout ça va se passer. Et malgré tout, elle a décidé d'avoir ce courage-là. Elle n'est pas la seule personne à avoir eu ce courage-là. Dans ce document exceptionnel de justice, il y a un deuxième témoignage. On en parle tout de suite après. Donc, deuxième témoignage. Nous avons eu le témoignage donc de cette femme qui était à 2 mètres des faits, qui a filmé. Ces images aujourd'hui ont fait le tour du monde et ces images sont aujourd'hui la meilleure défense contre les mensonges de l'administration Trump. Il y a un deuxième témoignage qui va encore une fois nous éclairer sur un autre mensonge de Greg Bovino du Department of Homeland Security. Ce message-là, ce témoignage-là, et encore une fois, c'est un témoignage anonyme pour nous, mais pas anonyme aux yeux de la justice. Encore une fois, c'est juste pour l'instant tenter de protéger ces personnes-là. C'est celui d'un médecin, d'un pédiatre qui habite dans cette rue-là. Et en fait, l'assassinat d'Alex Préti s'est déroulé sous ses fenêtres. Et donc, il se présente, c'est un médecin de 29 ans qui a fait ses études à Minneapolis. Il a fait sa résidence médicale à Minneapolis. Et donc, c'est un pédiatre qui a sa licence, qui soigne des enfants du côté de Minneapolis. Et donc, on va découvrir son témoignage. Donc, il raconte que le 24 janvier, c'était vers les 9h, comme on vous disait, il a été réveillé par le bruit de klaxons de voitures et de sifflets. Et donc, une fois qu'il s'est réveillé, il a entendu aussi des cris qui étaient juste à l'extérieur de sa fenêtre. Et donc, il dit que
il a regardé et il a vu des agents de ICE et des civils en train de se crier dessus. Et il explique que un civil, donc on parle ici de Alex Pretty, était au milieu, était devant une voiture garée sur le côté. Donc c'est vraiment, c'est la voiture blanche, hein, c'est la Mercedes blanche. Je crois que c'est une Mercedes. En tout cas, c'est une voiture blanche qu'on voit garée là. C'est là que dans les images, si tu les as, c'est là que tout va se passer dans quelques Cette voiture blanche là qui avance. Là, c'est avant où Pretty est poussé en dehors du trottoir. Ouais, et la voiture va stationner et ça va se passer à ce moment-là. Donc on va continuer dans le témoignage, dans le témoignage de ce médecin. Et donc il explique, oui, je l'ai vu crier aux agents d'ICE, mais il n'a pas semblé attaquer les agents ou brandir une arme, quelle qu'elle soit. Soudainement, un agent de ICE l'a poussé au sol. Ma vue de l'altercation était masquée de manière partielle, mais après quelques secondes, j'ai vu 4 agents de ICE pointer leurs armes vers cet homme. J'ai vu ensuite les agents tirer sur cet homme au moins 6 ou 7 fois. Grâce à l'analyse justement faite par les Capitol Hunters, on sait que c'est plus, mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il voit. Et c'est bien aussi de dire, voilà, j'ai pas le nom précis, parce que moi, je pense que dans cette séquence d'événements qui dure rapidement, ils ont tiré au moins 5 ou 6 fois. 6 ou 7 fois, ouais. Et il dit, ma première réaction, j'étais choqué. Et là, il dit, de ce que je voyais de mon appartement, il n'y avait absolument pas le besoin de quelque violence nécessaire et encore moins l'utilisation d'une force mortelle par de nombreux officiers, nombreux agents. Immédiatement, j'ai mis mes bottes et mon manteau et j'ai couru vers l'extérieur et j'ai approché les agents de ICE qui étaient près de la victime. Donc il arrive sur les lieux, c'est un médecin. Il est à quelques secondes, ça s'est passé sous sa fenêtre. Donc il sort et là il dit, c'était chaotique. Évidemment, il y avait de nombreux civils qui étaient en train de crier, d'autres qui étaient en train de klaxonner. Et malgré le bruit, j'ai informé les agents de ICE que j'étais un médecin et je leur ai demandé de venir au secours de la victime. Là, ICE refuse. Donc, les agents de ICE, on a eu la même situation. Exactement la même avec Renee Good, où il y avait un médecin qui était là. Lorsqu'on a su qu'elle n'est pas morte sous les coups de feu de Jonathan Rose de manière immédiate, il y avait un médecin sur les lieux qui a demandé plusieurs fois à intervenir et ICE a refusé. Donc là, on lui demande non seulement on refuse, mais on lui demande d'aller présenter sa licence de médecin. Et donc, il explique que là, il vient de sortir de chez lui, il y a une situation d'urgence, il n'a pas avec lui son document, sa licence. Il vient juste de sortir du lit il y a quelques minutes. ICE qui refuse toujours de montrer une pièce d'identité, qui maintenant réclame des pièces d'identité. Et là, ce qui est intéressant, parce qu'on rentre dans le mensonge, encore une fois, de Greg Bovino, il explique qu'aucun des agents de ICE qui étaient proches de la victime essayait de lui porter secours, de faire du CPR, du massage cardiaque. Personne. Et donc, lui, il voyait, il est à quelques centimètres du corps au sol de Alex Pretty, il voit que la personne est dans une situation de condition critique. Et c'est quoi le mensonge de Greg Bovino? Tu t'en rappelles, Thomas, hier, quand on a vu la conférence de presse, c'était de dire qu'immédiatement, ils se sont portés à son secours. Là, il est extrêmement clair, c'est écrit peut-être là, non? Non, ça c'était avant. C'est Medics on Scene. Medics on Scene. Donc les médecins... Immédiatement. Ouais. Delivered medical aid to the subject. Immediately, en disant que c'était tout de suite. Mais là, ce que le médecin explique, c'est que non, que ce n'était pas le cas. Il n'y avait personne, il ne faisait rien.
vous allez Et voir. que donc il a ne faisait insisté rien. Donc, parce du coup, qu'il voyait que c'était crucial et que c'était son obligation professionnelle et morale d'aller aider l'homme, surtout parce que aucun des agents était en train de l'aider. Et donc, il dit, d'habitude, je n'aurais jamais été aussi persistant, je n'aurais jamais autant insisté contre les autorités à intervenir. Mais je devais le faire parce que, comme Thomas vient de vous le dire, il n'y avait personne qui tentait de sauver la vie de Alex Pretty. Et c'est pas la première fois qu'on a le sentiment. Il y avait eu cet incident du côté, je crois que c'était de l'Oregon, le même jour de la mort de René Good, où 2 personnes avaient été blessées par arme, par coup de feu de la part de Ice, et Ice les avait laissés sur place en train de se vider de leur sang. C'était vraiment ce qui s'était passé. Et c'était les gens qui étaient blessés, ils avaient été obligés d'appeler eux-mêmes les secours, la police locale, pour venir les aider. Parce que Ice n'avait absolument rien fait pour leur sauver la vie. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Un témoignage, je vous l'ai dit, difficile, mais essentiel. Hein, ce sont vraiment des documents extrêmement forts, documents historiques. Donc, vas-y. Donc on continue. On continue. Il dit, bon, finalement, à force d'avoir insisté, il y a un des agents qui m'autorise à aller près du corps de Alex Pretty. Là, d'abord, il me fouille pour savoir si j'ai une arme sur moi, et puis il me laisse approcher. Et donc là, il dit, voilà, quand je me suis approché, elle était sur le côté et était entourée de différents agents de ICE. Je suis désolé des détails, mais c'est extrêmement C'est important. très important. Et il dit, voilà, j'avais du mal à comprendre pourquoi la victime était sur le côté et pas pourquoi elle n'était pas en position standard dans laquelle on met une personne, encore une fois on est dans le training, on met une personne lorsqu'elle a été touchée par balle. Donc encore une fois, la procédure n'est pas respectée. La procédure n'est pas respectée. Il dit voilà, pourtant c'est ce qu'on fait, c'est on vérifie s'il a un pouls et on fait ces massages cardiaques, c'est la procédure standard. Mais là, ce n'était pas le cas. Pourquoi ? Parce que dans la réalité, les agents de ICE, à ce moment-là, étaient en train de tenter de compter ces blessures par balle. Ce qui l'intéressait, c'était de voir le Combien nombre de fois est-ce qu'on l'a eu ? Pardon ? Combien de fois est-ce qu'on l'a eu ? Ouais. Combien de fois on a touché ? Je vous rappelle, il y a un agent qui applaudit et eux sont en train de chercher d'identifier, au lieu d'essayer de lui sauver la vie, de savoir combien d'entrées de balles il y a. C'est aussi un réflexe pour plus tard, peut-être, modifier le cours d'une enquête. Dire combien il y a de blessures par balle, on va dire qu'on a tiré 4 fois parce qu'on a identifié 4 blessures par balle et que donc ça a été un assaut limité. C'est ce genre de choses. Mais donc voilà, ce témoignage extrêmement important de ce médecin. Continue Thomas. Là, j'ai demandé aux agents de ICE si la victime avait un pouls. Et là, ils m'ont répondu qu'ils ne savaient pas. Ça veut dire quoi ça ? Qu'ils n'ont même pas essayé d'identifier ça, Ouais. de voir s'il était vivant ou pas, parce qu'ils étaient plutôt intéressés par voir combien de fois il était touché par balle, et comme on l'a vu, d'essayer de trouver une arme sur lui, comme on a vu dans la vidéo qui s'est passée quelques secondes après sa mort. Et donc à ce moment-là, il demande aux agents de lui faire de la place pour que lui puisse enfin faire ce qui aurait dû être fait, de voir comment traiter la victime. De voir comment traiter la victime. Donc voilà, cette phrase-là est clé. C'est-à-dire que le jour où il y aura des procès, et il y aura des procès, les agents de ICE ne pourront même pas dire qu'ils ont tenté, dans les espèces de circonstances atténuantes, qu'ils ont fait tout ce qui était en leurs moyens pour tenter de sauver la vie d'Alex Pretty. Ce témoignage confirme que ICE ne s'est jamais intéressé à Alex Pretty, n'a jamais tenté le moindre geste vers Alex Pretty pour tenter de lui sauver la vie. Il n'avait aucune idée de savoir si le corps de cet être humain qui était devant eux avait encore un pouls, un battement cardiaque, lorsque le médecin est arrivé. Ça confirme encore plus pour moi le fait que ce ne sera pas que le agent 4 identifié par les Capitol Hunters qui seront accusés. Ah, c'est tous. C'est que il y a un groupe d'agents
qui sera, j'espère, trouvé coupable d'accessoire à un meurtre, d'avoir vraiment ignoré plusieurs éléments de leur procédure. Et donc, voici un autre exemple. Le témoignage se poursuit. Encore une fois, c'est un document vraiment exceptionnel. Donc, il explique que la victime avait au moins trois entrées de balles dans le dos. Dans le dos. Dans le dos. Dans le dos. Donc, on lui a tiré dans le dos. Ce qu'on voit dans les images, mais de le voir sur le corps, et il y aura une autopsie qui va confirmer tout ça. Donc, il a demandé à Ice à ce moment-là de tourner la victime, de la mettre du côté sur son dos. Là, de cette position, il a vu de nouvelles blessures sur sa poitrine du côté gauche et une autre possible blessure par balle au niveau du cou. Donc, la nuque. Il confirme par derrière. De la nuque, excusez-moi. 4, potentiellement 5. Dans quelques instants, il a identifié 4, potentiellement 5 blessures de balles. Et 3 de cela étaient dans le dos d'Alex Purdy. Donc, 1 dans la nuque, 3 dans le dos, 1 sur la poitrine. Là, il dit, j'ai tenté de trouver un battement cardiaque, un pouls, mais je n'en trouvais pas. J'ai commencé immédiatement à faire le CPR, donc à faire ces massages cardiaques pour tenter de le réanimer. Et quelques minutes après, IMS, donc ce sont les médecins, les ambulances, c'est pas ICE, hein. IMS, c'est extrêmement important. C'est un autre service. Oui, mais c'est pas fédéral. Non, c'est un autre, c'est pas ICE. Non, c'est séparé. C'est la ville de Minneapolis qui, c'est les pompiers sont arrivés et ont pris le relais. Ça pourrait s'arrêter là. C'est déjà très fort, il y a des détails. Déjà, ça serait énorme. Mais comme l'a fait la Dame en rose, lui raconte après. Comment on vit lorsque on a été le témoin d'un assassinat, qu'on a été témoin du fait que les forces de l'ordre qui représentent le pouvoir n'ont absolument rien à faire de la personne qui est au sol, et comment on vit cette tentative de vouloir essayer de faire la chose pour laquelle il a été formé, et que finalement tout ça a servi à rien. Donc là, il raconte qu'il rentre chez lui, et aussi vous allez voir, il rentre chez lui et très rapidement, il a le sentiment qu'il n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité. Il était il pleurait. Il pleurait, évidemment. Il était extrêmement choqué. Il a appelé sa sœur. Et là, il dit, j'ai appelé ma sœur parce que j'avais besoin d'être réconforté, mais surtout, j'avais besoin de savoir si je pouvais aller chez elle et rester quelques jours parce que, regardez, je ne me sentais plus en sécurité dans mon appartement. J'ai aussi demandé l'avis d'un ami qui travaille à la ville de Minneapolis, qui lui m'a demandé de rester dans l'appartement en me disant que autour de l'appartement, ça allait être extrêmement dangereux avec les agents de ICE qui allaient utiliser du gaz, etc., etc. Donc, il a commencé à faire ça, donc à rester chez lui, mais les agents ICE ont commencé à déployer des armes chimiques dehors, et que donc il y avait encore ces gaz lacrymogènes qui a commencé à filtrer dans son appartement. N'oubliez pas, son appartement était en vue, donc où le lieu où le crime s'est passé est en lieu de son appartement, et donc il a commencé à se prendre de la gaz chez lui. Et donc, à partir de là, il décide de partir en se disant « je ne peux pas rester plus ». Et il passe d'abord chez des amis qui sont plus proches pour pouvoir se remettre un peu de ses émotions avant de partir se réfugier chez sa sœur qui habite à une trentaine de minutes. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est extrêmement choqué, qui n'a pas le sentiment d'être en sécurité, mais qui, malgré tout, a décidé de témoigner. Et on va sur la dernière page de son témoignage, ce dernier document, et il dit voilà, je suis dévasté par le meurtre, la mort, l'assassinat de cet habitant du Minnesota par plusieurs agents de l'immigration.
D'après ce que j'ai pu voir, cette personne, la victime, donc Alex Pretty, ne menaçait pas Ice ni le public. Il était simplement en train de protester contre les agents de ICE parce qu'ils objectaient de leur présence dans notre ville. Une personne ne devrait pas on ne devrait pas tirer sur une personne et la tuer parce qu'elle exprime de manière légale ses opinions. Je ne suis pas certain quand est-ce que je retournerai dans mon appartement. Je ne me sens plus en sécurité dans ma ville. En moins d'1 mois, les agents de ICE ont tiré et tué 2 personnes qui manifestaient et qui documentaient leur action. Je suis extrêmement inquiet que moi-même ou quelqu'un que j'aime soit tué par ICE et que donc d'avoir peur d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà. Quel témoignage, ouais, C'est vraiment. encore une fois exactement, Valérie, c'est un témoignage extrêmement fort. Ce sont ces 2 témoignages qui ont motivé ce juge nommé par Trump de ordonner au département de la justice de ne pas détruire de preuves. Lundi, et évidemment, on va suivre ça, il y a une audience prévue par ce même juge pour tenter de récupérer tous ces documents-là. Et entre autres, le téléphone de Alex Pretty. Tellement important. C'est important. Ce sont des documents qui, encore une fois, serviront à l'histoire. À tout de suite.